Je suis présidente directrice générale d'une agence de relations publiques et de relations de presse qui est basée dans la ville de Québec. Fait qu'on va faire des relations publiques, des relations de presse, on en fait beaucoup. On t'a vu apparaître là, à LCN et tout. Comment tu te sens? Genre... J'en ai vraiment fait souvent quand j'étais pas au Québec. Genre dans le sud. Tu sais que t'es vraiment dans une place qui était comme... t'es en maillot. Mais t'as vraiment pas envie comme de faire une entrevue. C'est bon. Fait que là, tu fais comme un setup en arrière de toi pour pas avoir l'air d'être dans le sud. Tu te mets genre le seul col roulé que t'as dans ta valise. Tu as fait un post sur LinkedIn qui disait qu'au moins aux 8 semaines, on devrait prendre un temps d'arrêt. Est-ce que c'est une bonne chose? Assurément. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Est-ce que... Hey, salut Florence! Allô, David? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation au Piggy Bank Podcast. Merci. À Quelques mois Montcalm. plus tard, Ouais, je suis là. Tout près de ton domicile familial. Près de mon domicile familial, juste à 2 pas de nos anciens bureaux. Ben oui, Caroline, très cool. On va casser la glace avec ma question préférée parce que j'ai un petit compte de bin. Est-ce que tu utilises Google Sheets ou t'es team Microsoft Excel? C'est tellement désagréable ce que je vais répondre. Ni un ni l'autre. OK, bon. Mais j'utilise évidemment les deux. Là. Je suis une vraie personne, je travaille, mais je déteste profondément et viscéralement les deux. C'est dit. C'est une très bonne réponse. J'adore ça. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours professionnel, mais aussi personnel. Comme on fait au Piggy Bank Podcast, on entre dans l'équilibre travail-famille. Mais je dirais que les gens qui nous écoutent, qui te connaissent pas, apprennent un peu à te connaître. T'es qui dans la vie? Je sais que t'aimes le vin orange. Je sais que t'aimes bien des affaires. Fait que vas-y, parle-nous de Florence Brouillard. OK, je me présente. Ouais. Allô? Florence, 33 ans depuis quelques semaines. Ah, bonne fête! Merci! Je suis présidente directrice générale d'une agence... Ouais, ton drink, Mon très drink, important. On Colin. s'est fait des drinks, c'est important. Présidente directrice générale d'une agence de relations publiques et de relations de presse qui est basée dans la ville de Québec, pas très loin d'ici. On est sur la Grande Allée, qui a maintenant 36 ans d'âge, mais OK. étant donné que j'en ai 33, on comprendra tous que je n'ai pas fondé l'entreprise qui porte pourtant mon nom, qui s'appelle Brouillard Communication, qui a été fondée par mon père en 1988 et que j'ai acquise il y a quelques mois à 100%. OK. Donc, Félicitations, d'ailleurs. merci. Mon rôle de présidente directrice générale, je l'ai depuis le mois de janvier dernier. Et oui, j'aime le vin orange. On est resté en pandémie. OK. T'sais, je te dirais que j'aime le vin en général. Je suis de nature, généralement, quand je travaille pas trop, assez festive. Tu peux probablement l'observer avec ma blouse pailletée ce matin, en ce mardi un peu pluvieux. Mais je mets de la couleur dans ma vie de cette façon-là. J'habite dans le quartier Montcalm ici. Puis donc, avec l'agence, qui est une agence composée en dehors de mon papa, qui est encore là à titre de président sortant, consultant, OK. composé uniquement de filles. Mm. Donc, on a une très belle dynamique, on a une belle business, j'habite pas loin, on a du fun. Et moi, pour me décrire, je te dirais... Un mot pour te décrire. Ah, mon Dieu, un mot pour me décrire, je te dirais... Je vais utiliser le mot que les gens utilisent pour OK. me décrire parce que sinon, c'est bien embêtant. Le mot qui revient souvent, c'est pétillante. Mm. Puis je trouve que c'est le fun, je trouve que c'est gentil, puis ça revient vraiment beaucoup, puis j'adore ça. Donc, on va dire de moi que je suis pétillante, OK. mais on va pas dire que c'est moi qui l'ai dit. OK. Bon, C'est ça. C'est bien. T'es satisfaite de ce mot-là? Je suis satisfaite, je trouve que Parfait. c'est assez accurate, en fait. Ouais. Que ça représente bien la réalité. Tant mieux. Puis l'élément déclencheur, tu sais, tu travailles, si je ne me trompe pas, chez Brouillard depuis mai 2011, selon LinkedIn. Love it. Mais c'est quoi l'élément déclencheur? Tu sais, tu déjà dit à un moment donné, OK, moi, ma vie, c'est je travaille avec mon père, ou tu sais, c'est quoi le processus dans ta tête? Mon Dieu, tellement pas. Pas du tout, en fait. Moi, puis ça, je trouve ça très intéressant, ton projet, puis toi, ce que tu fais. Ça m'intéresse beaucoup, ça me fascine d'une certaine façon parce que moi, j'ai pas le profil entrepreneurial OK. du tout. Je le suis devenue par la bande. Moi, j'étais plus vouée à une carrière dans le monde, probablement de la culture et des arts, qui OK. sont beaucoup plus qui expliquent probablement, en fait, la blouse à paillettes, qui c'est plus naturel pour moi. Mais j'ai quand même étudié en littérature, puis en littérature au cégep, en communication à l'université, parce que mes parents m'ont dit « Ouais, tu ne deviendras pas bibliothécaire, là, fait que ça va être beau la littérature à l'université. » Puis par un concours de circonstances, la dernière semaine, littéralement, de mon baccalauréat, que j'ai fait assez rapidement, donc je venais d'avoir 22 ans, mon père est rentré d'urgence à l'hôpital. Puis à l'époque, mon père avait une petite agence de... Je crois que les filles étaient comme 3.
avec Jean. Puis mon père est rentré d'urgence à l'hôpital pour des pontages et c'est une très grosse opération. Et donc, convalescence de 3 mois. Et littéralement, là, c'est survenu 2-3 jours avant mon dernier examen de bac. Et moi, j'avais étudié là-dedans. J'avais déjà travaillé un peu avec mon père par la bande. Et là, ben, je suis rentrée comme à temps plein un peu pour aider l'équipe, mais tu sais, sans prétention, là. Je veux dire, j'étais un sous-fifre, je connaissais rien, mais c'était juste que mon père qui était la pierre angulaire de l'entreprise, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, pas pour tous les types d'entreprises, particulièrement pas les grosses agences, mais souvent en relations publiques, relations de presse, les entreprises tournent autour d'un individu. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça la structure. Ah ouais. Donc, mon père avait des conseillères en communication avec lui, mais c'était Jean Brouillard, c'était lui le relationniste. Ouais. Là, Jean qui est à l'hôpital pendant quelques semaines, grosse convalescence pendant quelques mois, ben, ça impliquait beaucoup de stress. Et donc, je suis venue en renfort. Ouais. Moi qui avais prévu faire des études de 2e cycle à l'étranger, ben, tout ça s'est avéré... ne s'est pas avéré, en fait, parce qu'à partir du moment aussi où tu goûtes au milieu marché du travail, t'arrêtes d'étudier, t'as un petit peu moins envie d'aller faire ta maîtrise, là, t'sais. Fait que là, je travaillais, tu goûtes à la saveur de l'argent. Ouais. Moi, j'avais étudié là-dedans, j'avais le nom de famille qui allait avec. Je me sentais pas vraiment à ma place, classique, imposteur. Puis j'avais certainement pas envie de reprendre quelque business que ce soit. J'étais vraiment pas là. Je pensais plus à sortir au bar, à mon chum, à mes activités. J'étais jeune, là, j'avais 22 ans. Puis j'avais vraiment pas d'idée de grandeur pour ma carrière. Mais de fil en aiguille, il y a des choses qui se sont passées. J'ai fait tous les jobs dans la business. Puis un moment donné, je me l'explique puis je me l'explique pas. La pandémie a cristallisé un petit peu mon rôle de leader parce que mon père a trouvé ça difficile, la pandémie. Ça lui a fait perdre de la motivation avec complète raison. Parce que je pense que ce que ça l'a fait, ça l'a exacerbé notre besoin d'être soutenu par les technologies. Puis pour une certaine génération, ben évidemment, c'était tout à fait... Je veux dire, tu sais, là, on fait ça, là, on est ensemble, on fait un podcast. Pense au balado il y a 4-5 ans, comment c'était pas commun. Les plateformes sociales n'avaient pas la même force. Je veux dire, le télétravail n'existait pas du tout de la même façon. Tu sais, ça a absolument tout changé dans beaucoup d'industries. Et une industrie comme la nôtre, qui est celle des communications, très axée sur les télécommunications, ça venait tout bouleverser. Puis je pense qu'il a perdu un peu d'intérêt. Puis moi, ben, dans la fleur de l'âge, j'avais pas vraiment le choix de prendre le relais. Puis je me suis découvert en tant que leader à ce moment-là. Mais là, après coup, quand tout est revenu normal, ben, il y avait trop de leaders dans la petite entreprise. Fait que là, c'est devenu de plus en plus clair éventuellement que je voulais reprendre. Puis ce qui a mené donc à la transaction de janvier dernier. OK. On reviendra à la transaction un petit peu plus tard. J'aimerais s'en parler, tout. Mais juste avant, j'aimerais quand même ça que tu nous parles un peu. Moi, je connais un peu l'entreprise, mais quand même, pour moi, j'allais dire, c'est brouillon. Quel jeu de mots. Quel jeu de mots mauvais. Mais je suis comptable, j'ai pas le choix de faire des jeux de mots mauvais. Mais je voulais que tu comprennes, que tu nous expliques un peu le concept de la business. C'est quoi le modèle d'affaires? C'est quoi que vous faites? Je sais que c'est une agence de PR, mais ce qu'on fait versus le modèle d'affaires, not the same. OK. Vas-y. Je vais t'expliquer ce que j'explique souvent aux gens, puis ce que je te disais un peu plus tôt. Les agences... Non, on va recommencer. Les entreprises... parce que le terme agence est très intéressant, mais vient plus tard dans mon explication. Les entreprises qui font des relations de presse puis des relations publiques sont souvent orientées autour d'un individu. Un individu qui a les contacts, a de l'entre-gens, est sociable. Honnêtement, prends toutes les agences de PR... Puis quand le terme agence, là, je vais le break down pour toi parce que je pense que tu te poses un peu la question puisque tu n'es pas dans cette industrie-là. Exact. C'est un terme qu'on associe aux entreprises, firmes, cabinets. C'est tous des mots qui veulent absolument rien dire, mais particulièrement en communication marketing. Puis on parle d'agence quand il y a probablement plus de 5 employés. Mais c'est pas une règle. Moi, mon père s'est jamais appelé agence. C'est Brouillard Communication. En fait, c'était Jean Brouillard Communication. Ah, OK. Comme la majorité des PR. Tu sais, je pense à mes amis qui sont relationnistes. Je suis amie avec beaucoup de monde dans mon industrie. Marianique à Montréal, c'est Marianique. Tara Communication, le nom de son agence, c'est Tara. Annie Fernandez à Québec, c'est Fernandez. Éventuellement, les gens vont le pimper un peu. Tara, c'est pas son nom de famille. Marianique, elle a enlevé son nom de famille.
Annie, tu vois, elle a enlevé le Annie, c'est juste Fernandez parce que les gens finissent par avoir des employés puis des équipes. Ouais. Mais donc, où je veux en venir avec ça, c'est que la majorité des agences, ça va être autour d'un individu qui a les contacts, qui a le réseau et qui le met à profit dans son métier. Donc, je t'explique ceci. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait des relations publiques, des relations de presse. Et sous ces deux volets-là, qui sont, je sais, des mots, là, je vois tellement les points d'interrogation dans tes yeux, puis j'adore ça. Non, parce mais, que mais c'est ce que peu ça connu, fait pour je pense, absolument... Ben, en fait, c'est que ça peut sembler comme des mots creux un peu. Mais nous, on fait relations publiques, relations de presse, marketing d'influence, gestion de crise. On va faire un petit peu de communication interne également, un petit peu de communication corporative, un petit peu de gestion des risques également. Mais si je break down ça pour toi, des relations publiques, OK, c'est le terme, tu sais, quand on entend des RP ou du PR. D'ailleurs, notre nouveau logo, c'est brouillard avec... Moi, je trouve ça super beau. On n'a pas nécessairement eu de consensus dans l'équipe. Avec en exposant soit la version anglo, soit la version franco, RP ou PR. Fait que, et ce que ça signifie, c'est très vaste. C'est-à-dire que c'est toutes les façons qu'un individu, qu'une entité, qu'une entreprise, un organisme se présente publiquement dans la sphère publique. Parle-moi de quelque chose de large. Fait que ton pamphlet d'entreprise, si tu en as un, c'est de moins en moins commun, est une façon de faire des relations publiques. Ta merch, c'est une façon de faire des relations publiques. On n'est pas loin du branding, là, quand même. Non, parce que le branding, c'est l'image. OK. Le branding, c'est l'image qui est définie. C'est le logo, c'est le visuel. Tu le pas un logo d'entreprise. Absolument pas. Jamais la vie. Mais ce qui est dans le pamphlet, le logo, pas toi, mettons, mais c'est ce qui le est contenu. dit. C'est le contenu, c'est le champ lexical, c'est les mots utilisés, c'est la façon dont... Évidemment, très souvent, on va travailler avec... Mais notre client nous arrive avec un branding déjà fait. Puis nous... on fait pas vraiment de pamphlet, là. C'est pas ça qu'on fait. Mais ce que je t'explique, c'est que les relations publiques, c'est tout ce qu'il y a autour d'une entreprise qui lui permet de se positionner auprès du public. Et, mais, puis ça s'entrecoupe avec beaucoup d'autres choses. On fait pas de la publicité. De la publicité, là, c'est si, par exemple, dans ce podcast-là, il y a un bandeau dans le bas qui est clairement payé et qui fait la promotion d'un produit XYZ. Ça, c'est de la publicité payée, c'est de l'espace publicitaire payé. Dans un magazine, une page avec une pub versus une page avec un article qui parle d'un produit. Ça va être une forme de relation publique qu'on appelle des relations de presse, qui est notre dada à nous. C'est ce dans quoi mon père était très bon. Puis c'était vraiment son expertise. Moi, c'est ce dans quoi je suis très bonne aussi. Mais des relations de presse, c'est que plutôt que d'acheter une publicité, on va dire des mots qui je ne sais même pas s'il existe encore. Pense au magazine Summum. Bon, tu vois, t'as une image en tête, t'as même une belle image, fait que je suis sûre que ça te fait plaisir. Tu pourrais faire une publicité de ton podcast dans le magazine Summum avec cette magnifique peluche, ta face, tu payes, ça coûte, on va donner un chiffre magique, 15 000 $. Bon. Mais tu peux engager une firme comme la nôtre qui va travailler en relation de presse avec toi et qui va développer un très bon storytelling qui va faire que ça va vraiment être un sujet tellement intéressant qu'un journaliste qui travaille au magazine Summum va avoir envie d'écrire un article sur toi. Sur le petit cochon. Y a-t-il vraiment des journalistes au magazine Summum? Personne ne le sait. On sait pas. Ceci étant dit, j'essaie de t'expliquer un petit peu la différence. Donc, nous, on est une agence... on est une agence de RP qui fait ça. Fait qu'on va faire des relations publiques. Des relations de presse, on en fait beaucoup. C'est sûr que l'univers des médias traditionnels change énormément. T'sais, tout le monde le voit, là. Il y a des coupures chez Bell, il y a des coupures à TVA, il y a des coupures dans les journaux, il y a à la radio, puis force est d'admettre que la génération de laquelle toi et moi on est issus et encore plus les générations en dessous de nous ne consomment pas les médias traditionnels et ne les consommaient que sur leurs plateformes sociales avant. Et puisqu'ils sont bannis des plateformes sociales, Facebook, Instagram, name it, ben c'est encore plus difficile de les consommer. Fait que si la personne de 25 ans ne va pas sur le site web de Radio-Canada ou de TVA ou de Journal de Montréal, peu importe, ou sur de la presse, ben elle ne les connaît pas, les nouvelles. Elle va voir les nouvelles à travers les vidéos de la guerre puis de la Palestine sur TikTok. Ouais, c'est ça. Fait que ça change aussi vraiment beaucoup le paradigme, puis ça change la portée des nouvelles locales pour le public. Mais là, tout ça pour dire, donc, ça fait partie... Moi, c'est dans cet univers-là que je gravite, puis on fait beaucoup aussi de marketing d'influence puis de gestion de crise. Fait que gestion de crise, je sais pas si j'ai besoin de l'expliquer. Puis marketing d'influence, ben, c'est toutes les relations qu'une entreprise, qu'une entité peut développer avec des influenceurs ou créateurs de contenu, appelle-les comme tu veux. À the end of the day, c'est toute la même affaire. Donc, des gens qui ont
une grande audience sur des plateformes sociales, que ce soit Twitch, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, un petit peu moins maintenant Facebook et Snapchat. Puis on utilise ces personnes-là de façon organique ou de façon rémunérée à des fins de visibilité pour des entreprises ou des produits. Puis, tu peux-tu nous parler un peu de, mettons, c'est qui peut t'appeler pour dire « Hey, Florence, j'ai besoin de me faire afficher dans le Journal de Montréal, dans le Journal Summum. Il faudrait changer de Summum. Là, je vais perdre mon titre de CPA. » Non, non, mais dans le sens, c'est quelle entreprise que tu sers? C'est des entreprises qui ont un certain prestige? C'est des entreprises dans une certaine industrie? Anyone. C'est assez fascinant. Évidemment, on a toujours... Je veux dire, je mentirais de te dire que je vise les PME qui n'ont pas de budget et qui sont mal organisées. Soyons honnêtes. Ouais. Évidemment, c'est pas mon client idéal. Ouais. Ceci étant dit, ça peut être n'importe qui. Je prends juste ma journée d'aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un qui a une entreprise partout dans la province en service d'entretien ménager industriel, professionnel, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des ménages chez les gens, mais ils se font des ménages dans des bureaux. Okay. J'ai rencontré quelqu'un qui souhaite travailler son personal branding parce qu'éventuellement aimerait potentiellement devenir politicienne en région. J'ai rencontré une MRC. J'ai travaillé avec une grande chaîne d'épicerie. J'ai travaillé avec beaucoup de gens dans notre industrie qui nous sollicitent. C'est assez particulier. Puis ça, on fait partie des rares agences qui sont sollicitées par d'autres agences de com, de publicité. Puis ça, c'est une très, très grande marque c'est extraordinaire. En fait, là, moi, ça me fait tellement plaisir quand beaucoup d'agences de créateurs de contenu, agences d'influence, agences de pub vont nous solliciter pour faire rayonner leurs bonnes nouvelles. Donc, vraiment, ça va de la multinationale parce qu'il y en a. On a des clients, tu sais, que évidemment, leurs employés, ça se compte en dizaines de milliers. Il y en a d'autres qui sont 3, mais qui nous font confiance et ils veulent travailler avec nous. Fait qu'évidemment, nos services vont à la hauteur de ce dont ils ont besoin. Okay. Mais c'est assez varié, je te dirais, parce qu'en RP, on peut faire des RP corpos pour des entreprises. Nous, on en fait beaucoup. Puis il n'y a pas tant d'agences qui font ça, mais on peut aussi faire beaucoup d'RP personnels. Moi, c'est un de mes dadas, j'aime beaucoup ça, faire ça. Okay. Faire des RP pour un individu qui veut se positionner dans la sphère publique. OK, intéressant. Comme tu as dit, un politicien, peut-être, genre? Exactement, ou quelqu'un qui se renvoie... Mais en même temps, je te dirais que la seule chose véritablement à laquelle on ne touche pas, c'est les RG, relations gouvernementales, le lobby et la politique. OK. C'est vraiment pas des choses à laquelle on touche pour l'instant. On veut pas toucher à ça pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, et d'autres de nos collègues le font super bien. Fait qu'on travaille de pair dans des dossiers avec des paradigmes, des TAC, des nationales, parce que c'est leur dada, puis ils sont super bons, puis ils ont les bons contacts, puis les bonnes connaissances. Donc, quelqu'un qui voudrait un vœu pieux devenir, être sur la scène politique dans quelques années et veut commencer à travailler son positionnement, ça va. Mais je l'aiderai pas pour sa campagne. On se fait quand même solliciter pas mal pour ça, puis on l'a fait dans le passé, puis moi, je l'ai regretté, fait que je préfère que le mot d'ordre, on touche pas à ça. Puis, tu as dit tantôt que ça tournait surtout autour d'un individu. Ton père est encore, tu as dit, président sortant tout à l'heure. Par contre, tu es quelqu'un de très coloré. Là, ici, tu es en gris aujourd'hui, mais je veux dire coloré dans ta façon d'être. Puis j'ai l'impression, puis je te connais pas vraiment beaucoup, mais je te suis sur les réseaux et tout, mais j'ai l'impression que Brouillard, c'est plus qu'une agence de PR, ou du moins, tu y ajoutes ta couleur. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus? Bien, clairement, puis c'est intéressant ce que tu nommes, parce que ce que je te disais tantôt, que c'est toujours orienté autour d'une personne, de façon générale, c'est vrai. Puis je suis beaucoup là-dedans à titre d'entrepreneur en ce moment, parce que justement, de supporter tout ça sur mes petites épaules, que ce soit mon nom de famille, que ce soit... Puis tu sais, en plus, nous, on vend pas de l'objet, là. On vend Il est pas à vendre. Non, mais on vend du service. Ouais. On vend de la relation humaine, on vend de l'écoute. Ouais. Et ben en toute transparence, c'est énorme à porter pour une personne. Ouais. Parce que les gens, je dirais pas que tous les gens qui appellent, ils veulent travailler avec Florence, et à l'époque, ils voulaient travailler avec Jean, mais force est d'admettre qu'il y a un peu. Parce que par la force des choses aussi, c'est moi qui me mets de l'avant. Puis moi, je veux, là, et mon Dieu, si tu savais comment je craigne mes filles pour qu'ils se mettent de l'avant, qu'ils postent sur LinkedIn, qu'ils parlent de leur job, parce qu'elles sont extraordinaires, puis j'aimerais ça que le spotlight soit pas toujours sur moi. En même temps, c'est beaucoup plus facile pour la visibilité d'une entité que le spotlight soit mis sur une seule personne, ou si c'est sur plusieurs, il faut qu'il y ait des différences
très distinctes. Ouais. Le cerveau humain est juste fait comme ça. On simplifie au maximum. Puis bon, s'il y a un duo, un trio, puis ils sont très différents, c'est vraiment facile. Moi, tu sais, toute ma gang, il faudrait qu'on travaille là-dessus, puis je suis pas sûre que je veux leur imposer ça. Parce que nous, notre travail à l'agence, c'est tout sauf un one-woman show, puis je pense que ça peut parfois avoir l'air de ça parce que c'est mon nom de famille, puis parce que je fais partie... je dirais pas que je suis la plus loud du groupe parce que, étrangement, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai des filles de com là, dans mon équipe, là, ça déplace de l'air. Là. Mais je suis capable d'en prendre beaucoup. Donc, l'objectif, c'est que Brouillard, puis d'ailleurs, quand je suis arrivée en poste il y a fort longtemps, tu nommais la date tantôt, l'entreprise s'appelait Jean Brouillard Communication. Ouais. On l'a rapidement changé pour Brouillard. Mon père a été super généreux. Il a simplement accepté qu'on change le nom de sa business overnight. Mais ce qui est arrivé, c'est aussi qu'à ce moment-là, on a changé l'adresse courriel qui était, à l'époque, l'adresse courriel seulement de mon père, son nom, puis tout transigeait par là, même pour son équipe et ses filles. Okay. À équipe@brouillardcom.com, qui est aujourd'hui l'espèce de figure de proue parce que les gens savent que quand tu envoies quelque chose à équipe, quelqu'un va répondre rapidement et tout le monde le voit. Faut pas envoyer une niaiserie. Caroline d'avoir su. J'ai lu tes échanges avec Camille. OK, Caroline. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, à ce moment-là, c'était pour enlever le focus de mon père puis ramener toute l'équipe. Écoute, back in 2012, dans la game. Puis à ce jour, on a évidemment des adresses courriel personnelles, mais j'essaie que l'équipe, je veux, moi, qu'il reste. Parce que même si... Puis on a des discussions en ce moment avec les gens qui nous aident dans la structure de la business parce qu'ils disent que ce serait beaucoup plus simple si tout le monde a leur dossier, etc. Mais pour moi, le fait que équipe reste, puis que l'équipe est solide, puis qu'il y a toujours quelqu'un qui répond, puis que c'est pas juste Florence, la personne au bout, c'est ça. Ça facilite les choses parce qu'il faut aussi comprendre que nous, dans notre job, là, ça va vite, pour vrai. Ça va aussi vite que dans une salle de nouvelles. Fait que c'est vraiment presque surhumain pour un individu de tout gérer ça. Fait que l'objectif, c'est d'autonomiser mon équipe le plus possible. Puis mon père dirait de ne pas dire mon équipe, mais bien de dire notre équipe. Notre équipe, ben, c'est bien ça, mais en plus, je suis allé voir sur votre site tout à l'heure, puis c'était écrit vraiment, l'équipe était de l'avant, là, puis il y a toujours, vous avez plein de photos, là. Mon Dieu! Un photoshoot avec ton père, on avait un autre photoshoot vendredi dernier, puis là, tout change. Ouais. Ah ouais? All the time. Colin, puis là, le site change de A à Z. Le branding a changé aussi. Ah ouais? Ouais, on change tout. C'est pas encore live, là, ça s'en vient? Non, exact. Mais la personne qui fait le site web est en vacances. Ben là, non, mais il est parti dans le sud il y a 2 jours, tu sais, imagine, pauvre petit. Mais ouais, on dévoile tout ça dans les prochaines semaines. Là, j'ai bien hâte. Je me demandais, tu sais, puis je te vois poster justement sur LinkedIn à chaque lundi, si je me trompe pas, mais là, tu as posté 2 fois cette semaine. J'essaie de poster plus, même. Fair enough. Mais je suis un gros gars LinkedIn, je suis à côté là-dedans. Mais je voulais savoir, tu sais, est-ce que tu es capable, est-ce que c'est important pour toi, puis tu sembles très transparente, mais de rester toi-même. Puis tu sais, dans un domaine que je pense qu'il faut quand même que tu regardes un peu ton image. Tu sais, vous êtes dans les relations publiques, de faire attention à ce qu'on dit. Là, bon, il y en a plein ces temps-ci qui ont dit des choses qu'ils n'auraient juste pas dire. Tu sais, ça, c'était un no-brainer que tu dis pas ça. Mais toi, est-ce que tu es capable de rester toi-même? Puis y a-tu des fois quand même que tu as dû te censurer puis te dire, OK, ça, je le pense, je le dirai pas, même si ça se dirait, mettons, sur la place publique. Tu sais, es-tu capable? Comment tu gères ça? C'est tellement étrange parce que, tu vois, nous, on l'offre, ce service-là, vraiment de coaching. En fait, on offre plusieurs services, c'est-à-dire formation de porte-parole, développement du personal branding, plusieurs services, en fait, qui veulent, non pas contrôler l'image, parce que les gens ont l'impression qu'en relation publique, tu contrôles l'image. Moi, j'aime pas ça. Que tu encadres, que tu clarifies. Bon. Mais moi, je me porte un peu comme mon propre cobaye. C'est-à-dire que j'essaye des affaires. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment... Puis je devrais probablement pas faire ça. Heureusement, je t'avouerais que ça rapporte. Je m'en fais beaucoup parler. Évidemment, des fois, j'ai des commentaires négatifs, mais je m'en fais beaucoup plus parler positivement que négativement. Puis, at the end of the day, tu sais, your vibe attract your crowd? Non, your tribe, c'est ça. Ouais. Your vibe, c'est ça. Tu sais, dans le sens où, je veux dire, un moment donné, ça écrème. Tu vois, moi, je suis très vulnérable à titre d'entrepreneur. C'est mon côté plus créatif, plus artistique, moins business, qui est dans ma personnalité de personne ultra hyper sensible. Puis je le laisse transparaître dans mes publications.
J'ai beaucoup de rétroactions positives de façon générale de la part de femmes. J'aimerais ça te dire d'autres choses, mais c'est vraiment le cas. Non, mais si c'est ça, c'est ça. C'est le cas parce que je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus sensibles à ça, alors que pour avoir entendu de mes amis de gars qui ont des business, Dieu sait que j'en ai beaucoup autour de moi qui est chez eux, c'est comme, ben c'est nice, mais comme tu devrais peut-être pas aller jusque-là, puis bon, blablabla. Mais c'est un jeu dangereux. Moi, je suis prête à l'essayer parce que, à the end of the day, c'est moi que je joue, puis il n'y a rien que je fais qui est faux. Ouais, tu restes toi-même tout le temps. Très. Mais c'est ça. Je sais que les premières fois, même mes parents, ma mère, tu vas trop loin, Florence, t'es trop transparente. Mon père, tu sais, Flo, tu peux pas franglish. Moi, j'écris en franglais tout le temps. Je suis la plus grande défenseuse de la langue française. Là. Ma passion, c'est la lecture, la littérature, je veux dire. Mais c'est comme ça que j'écris. Puis, tu sais quoi, les gens, ça résonne plus parce qu'ils n'ont pas l'impression que je perle. J'écris comme je parle. C'est ça, exact. Puis s'ils font affaire avec toi, what you see is what you get aussi. Oui, j'essaie d'être dans l'authenticité puis dans la transparence. Des fois, il faudrait que j'ai plus de gants blancs. Des fois, selon ma grand-mère, il faudrait que je sacre moins. Est-ce que je vais m'en mordre les doigts plus tard? Peut-être. Mais là, pour l'instant, je suis là-dedans. Puis je te dirais que ce qui me fait du bien, c'est que je second-guess pas. C'est-à-dire que quand je publie du contenu, écoute, ça me fait rire. Une de mes amies me disait, c'est comme ton journal intime, ton LinkedIn. Puis j'étais comme, oui, un peu. Puis tu sais quoi? That's it. Ben oui. Puis je le second-guess pas. Fait que ça veut dire que, OK, ben je suis super à l'aise avec ce que j'ai écrit. Je suis pas tout le temps là en train de regarder si les gens ont mal réagi. Puis non, tu sais, si quelqu'un réagit mal, ben tant pis. Mais il reste que, tu sais, encore récemment, j'étais dans un bal, pour ne pas dire que j'étais dans un bal. Puis quelqu'un était comme, oh, elle a fait des posts LinkedIn. Puis j'étais là, j'étais pas à l'aise. Pas à l'aise. Je te file, une fois, je suis allé dans un 5 à 7 de comptable, puis les gens m'appelaient la vedette. Puis j'étais là à la base, si tu voyais mon revenu, tu m'appellerais pas la vedette. Mais c'est parce qu'ils me voient. Ils ont juste, tu sais, ils vont jamais sur LinkedIn. Dans cette industrie-là, je te confirme que les vedettes et le revenu, ça ne va pas souvent ensemble. J'adore. Justement, parlant de vedettariat, c'était même pas prévu ma transition, mais là, on t'a vu apparaître là, à LCN et tout. Comment tu te sens? Genre de, tu sais, je veux dire, sûrement que tu te dis dans ma tête, je suis quelqu'un comme tout le monde, mais là, tu te ramasses à la télé, pis tout. Comment tu te sens? Comment tu vis ça, je me ramasse à la TV tout le temps, pis tout? Je te dirais que je le vis bien. J'aime ça. Bon. J'ai de la facilité à m'exprimer en public. Tu sais, comme je te disais tantôt, tu me parlais de ce dont on allait se parler aujourd'hui, puis je va n'importe où, honnêtement. Il y a rien que c'est une de mes aptitudes, fait que profitons-en. Puis je suis pas mal capable de rebondir sur n'importe quel sujet. Je trouve ça très flatteur d'être sollicité pour donner mon avis professionnel, assurément. Je pense que ce qui fait qu'ils reviennent vers moi, c'est que j'ai de la facilité à donner mon avis sur beaucoup de sujets. Même que si c'était que de moi, en fait, puis si j'avais vraiment le temps, j'accepterais toutes les demandes. Puis j'en ai vraiment beaucoup plus que ce que j'accepte. Des fois, des demandes beaucoup plus compliquées aussi. J'ai le souvenir d'une cet hiver pour laquelle j'ai dit non parce que j'avais pas suivi le dossier. Mais bon, des joueurs de hockey, viol collectif, là, je sais pas quoi. C'est quand même beaucoup plus litigieux. Puis j'ai appelé mes amis dans d'autres grosses agences en leur disant what's up, qu'est-ce que t'en penses, puis tout le monde était comme non, touche pas à ça, touche pas à ça, puis je me disais pourquoi touche pas à ça, moi je me sens pas mal à l'aise d'en parler, puis entre toi et moi évidemment ce que je pense est très évident et je ne m'en cache pas, mais c'est le fun, c'est flatteur, on se fera pas de croquettes, ça flatte l'ego. Puis après, tu reçois des beaux messages, puis le monde, ils t'écrivent des niaiseries sur les plateformes sociales. Fait que pour l'aspect, se conforter, c'est comme un confort de se dire, bon, ben, est-ce que c'est ça avoir réussi? Maintenant, moi, j'ai une autre perception parce que ma job dans la vie, c'est de booker pour mes clients qui me paient ça pour eux. Ouais. Et sur le coup, moi, j'acceptais sans vraiment y réfléchir. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, mais l'objectif de beaucoup de nos clients avec lesquels on travaille sur des longues périodes, avec lesquels on a des retainers, qui est quelque chose qui a beaucoup en relations publiques puis relations de presse, c'est de les faire devenir une référence dans leur domaine. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais peut-être devenue une référence dans la mienne. Et donc, je devrais appliquer les conseils que je donne aux autres. Ouais. Puis ça, c'est assez particulier parce que, au même titre que, comme la question que tu viens de me poser sur mes publications sur LinkedIn ou autre, j'y vais vraiment au feeling. Mais mon feeling personnel versus mon feeling de professionnel de la communication, il y a quand même un certain décalage entre les deux. Ouais. Et donc, j'aime ça, mais je pense que je devrais parfois mieux me préparer, plus le prendre au sérieux,
je le prends au sérieux, puis je me prépare bien, là, tu sais. Puis, tu sais, la semaine passée, par exemple, Taylor Swift, c'est celui probablement récemment que tu as vu, puis ça me fait rire, tu sais, qu'il me demande toujours mon avis là-dessus. Puis c'est drôle parce que on était en shooting avec les filles au bureau, puis là, justement, on écoutait son nouvel album, puis j'ai comme 2 Swifties dans mon équipe, peu importe. Les filles qui trippent sur Taylor Swift. C'est qui? Name drop, là, ça. Puis j'étais comme, explique-moi. Genre, quasiment comme j'avais un micro. Ouais, c'est ça. Explique-moi pourquoi Taylor Swift est XX. Puis là, les filles, ils me disaient un peu n'importe quoi. Puis là, je prenais des notes dans mon sel, puis tout, parce que j'essaie de me préparer comme il se doit, mais je le fais pas autant que je dis à mes clients de le faire. Fait que... Mais c'est le fun. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé ça. J'ai jamais eu l'envie et la prétention de vouloir être dans les médias, être à la télé, être à la radio. Et c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est cool ce que tu dis aussi, parce que tantôt tu parlais d'équipe, mais veux pas, ton équipe t'a vraiment aidé pour ça. C'est un peu de ton équipe. Chaque fois que j'ai des demandes, je leur demande. Je pars jamais au bat dire quelque chose tout seul. Les rares fois que je l'ai fait, justement, l'histoire du viol avec les joueurs de hockey, mes filles ont dit non, tu sais, Flo, ça, on t'aide pas là-dessus, puis je l'ai pas fait finalement. Mais j'en ai quand même fait souvent, tu sais, puis je leur demande tout le temps leur avis, puis le pensez-vous, puis pourquoi, puis telle affaire. Puis il y en avait un moment donné qui c'était un vidéo virale TikTok de je sais pas quoi, puis c'était en lien avec le sport. Moi, j'écoute pas particulièrement le sport à la télé, fait que j'ai appelé mon père, j'ai dit débrief parce que je suis pas... Puis pour la petite histoire, c'est une bonne histoire. Des entrevues de télé en direct, j'en ai vraiment fait souvent quand j'étais pas au Québec. Ah ouais, OK. Puis, genre dans le sud, tu sais, comme dans un lieu tout inclus, là. Tu sais, que t'es vraiment dans une place qui était comme... t'es en maillot. Mais t'as vraiment pas envie, comme, de faire une entrevue. C'est bon. Fait que là, tu fais comme un setup en arrière de toi pour pas avoir l'air d'être dans le sud. Tu te mets, genre, le seul col roulé que t'as dans ta valise. Puis là, t'essaies de pas avoir les joues rouges. Puis là, c'est poche parce que, mettons, l'entrevue est en direct à je sais pas quelle heure. Fait que là, avant ce moment-là... je devrais pas dire ça. Mais là, tu peux pas prendre de drink. Puis là, bref, mais ça m'est arrivé comme à plusieurs reprises. Puis je suis comme, mais le timing! J'adore ça. Très drôle. Si on peut un peu bouncer, tu l'as abordé brièvement au début, vraiment, tu sais, le reprenariat. Je ne veux pas nécessairement que ça tende là-dessus, mais je pense que c'est probablement une période importante. Je voulais juste savoir, tu sais, comment ça se passe, un reprenariat, pas dans les fins détails, mais comme tu l'as dit un peu, ton père était tanné, il sentait la fatigue avec les pressions technologiques, le COVID, mais comment ça se présente? C'est comme vous soupez un dimanche à côté, puis là c'est comme, hey, Florence, ouais, je commence à être tanné. Tu sais, comment ça se passe? Mais dans notre cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était beaucoup plus latent que ça. Comme je te dis, j'avais pas naturellement la fibre entrepreneuriale, ce qui fait que c'était plus la fin qui justifiait les moyens. On travaillait ensemble. Il y avait de plus en plus de prises de bec. Il y avait des fois où j'avais envie d'avoir plus les coups des franches. Je voulais prendre mes décisions sans avoir à les amener à quelqu'un au-dessus de moi. Donc, c'est venu éventuellement de passer par le processus d'évaluation de l'entreprise, de s'entendre sur un prix, de choisir l'équipe, l'avocat, les ci, les ça. Ça a été plus long que prévu parce qu'il reste qu'un individu comme mon père dont l'entreprise est basée sur un service qu'il rend et l'entreprise porte son nom, ben c'est sûr qu'une énorme partie de ta personnalité réside dans l'entreprise, puis l'affiliation que tu as avec l'entreprise, puis tu te définis beaucoup par l'entreprise. Ouais. Tu vois... Tantôt, je te disais que dans les dernières semaines, j'étais en congé, puis une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, c'est de me redéfinir en dehors de la business. OK, ouais. Parce que c'est très difficile. Puis les entrepreneurs, ça n'en parle pas tant que ça. Puis on devient notre entreprise parce qu'on y pense. Tu sais, quand les gens me demandent tu travailles combien d'heures semaine, c'est pas une question qui se pose. Quand tu as une entreprise, toutes les heures que tu es réveillé, tu travailles un peu. Ben oui, tu y penses. Tu y penses un peu. Dans ta douche. Je te dirais que particulièrement dans une entreprise un peu comme la mienne, où je suis toujours, c'est moi qui fais tout le développement des affaires, où je suis toujours en mode représentation parce que c'est ça mon métier en plus. Tu sais, j'ai pas besoin d'être devant mon ordi à remplir des fameux fichiers Excel, des Google, whatever. Non, puis si tu savais comment j'en fais. Tu sais, c'est tout le temps. C'est toutes les gens que je rencontre peuvent être un client potentiel, peuvent être un collaborateur. Je vois pas ça. Je suis chanceuse, moi, je vois pas comme les gens toujours comme un client, pas du tout même, mais je le vois plutôt comme un collaborateur. Quand je suis partie du bureau tantôt avant de m'en venir ici, je me suis dit, bon, Florence, de quoi t'es fière aujourd'hui? Petit exercice que je fais ces jours-ci pour me remonter le moral. Oui, de quoi t'es fière aujourd'hui? Ben, j'ai mis des gens qui ne m'apportent absolument rien financièrement en relation ensemble.
Puis ça, c'est quelque chose que j'adore faire. OK, je pensais que t'allais aller ailleurs, mais continue, j'aime Mais ça. qu'est-ce que tu pensais que j'allais Je pensais que dire? t'allais dire, genre, j'ai fait une liste des gens qui m'apportent rien dans la vie, puis je suis comme, je veux moins comme être proche d'eux. Puis Ok, j'aime tout ce que tu dis, ouais. mais vraiment pas mon jam, non. Mais ça aurait pu être ça. Non, mais j'ai juste mis en relation des gens qui je savais qu'ils pourraient avoir un fit, qui pourraient soit collaborer ensemble, en bénéficier, travailler ensemble. Nothing in there for me, là. Mhm. Genre, absolument rien, à part juste le fait que j'ai beaucoup de contacts, puis des gens qui je pense qu'ils peuvent en bénéficier, puis je savais qu'ils pouvaient en bénéficier parce qu'on avait des discussions préalables. Circle back sur, donc, comment ça se produit. Ouais. Dans notre cas, donc, ça a été de longues discussions, de longues aussi prises de bec. Ça a été difficile. Je suis tannée de le dire que c'est difficile parce que j'ai peur de faire peur à des futurs repreneurs. Mhm. Mais je pense qu'il faut qu'ils le sachent. Plus tôt tu le sais que ça va être difficile, plus tôt tu sais t'entourer. Sachant que quelque chose va être difficile, là, ben, tu t'organises pour mettre tout en place, les outils autour de toi, l'infrastructure, les individus, pour que ça se passe bien. Ouais. Parce que ça va vraiment être difficile. Puis, pire des cas, au pire, tu la mets l'infrastructure, puis ça va être plus facile que prévu. Mais au moins, tu seras prêt. Puis toi, mettons, puis là, c'est récent quand même, là, on parle de quoi, janvier, puis là, on est en avril. Là. Ouais. Mais si, mettons, c'était à refaire, tu sais, puis c'est facile après coup, là, mais mettons, si c'était à refaire, t'étais-tu comme, tu jumpais in là-dedans, puis comment ça va être facile? Ou genre, là, tu te disais, je m'entourerais mieux, ou je prendrais plus de temps, ou puis t'es pas obligé de rentrer dans les Je pense pas que je serais là. capable de faire les choses différemment parce que j'avais pas plus d'informations. Je pense pas qu'avec du recul, on ferait quoi que ce soit de différent. Ben oui, on ferait tout différemment, mais on n'aurait pas pu faire quelque chose de différent. Fait que ça sert comme à rien d'y penser. J'adore. Inception un peu. Ouais, ben c'est ça. Mais je pense en fait que les gens qui ont des entreprises et qui souhaitent éventuellement les vendre ou les céder, les vendre parce que tu peux pas vraiment céder ta business, eux doivent faire un énorme travail de c'est quoi mon juste prix réaliste, parce que tout le monde a un juste prix qui est jamais réaliste. Puis à quelles conditions, puis au-delà de ces éléments-là, là, qui sont des éléments purement financiers pour ta retraite ou ton autre projet, qu'est-ce que je perds, moi, quand j'ai plus mon entreprise? Où est-ce qu'est mon ego? Où est-ce qu'est ma valeur? Où est-ce qu'est mon utilité? Parce que tout ça, inconsciemment, va rentrer en ligne de compte au moment de faire les étapes de la transaction, puis ils vont naturellement mettre des bâtons dans les roues au processus parce que ça, c'est tellement profond puis intrinsèquement lié. Il y en a des gens qui ont des entreprises qui sont super détachés de leur business puis que c'est pas leur bébé puis qui s'en foutent. Ils sont rares. Ils sont vraiment rares. Puis ça va être des serial entrepreneurs qui en ont plusieurs puis ils l'ont déjà vécu dans le passé. Puis surtout quand c'est familial, tu sais, parler d'argent avec ses parents, c'est pas le fun. C'est comme parler d'argent avec ses amis. On l'a tout entendu déjà l'adage là, de travaille pas avec tes amis pour mélange pas l'argent avec tes chums. Mais imagine avec ta famille. Des fois, ça se passe bien quand les gens ont les mêmes valeurs, quand les gens ont les mêmes objectifs. Good for you si c'est ton cas, mais c'est pas le cas de la majorité des gens parce que c'est vraiment qu'il faut que les astres soient alignés pour que ce soit le cas ou qu'il faut que tu sois bien préparé. Il faut avoir un échéancier, savoir que on veut faire la transaction au plus tard à tel moment, au plus tôt à tel moment. Voici le ballpark. Voici c'est quoi les enjeux. Bref, fait que tu vois, moi, ce qui m'a le plus aidé dans les années où on a beaucoup parlé de la transaction avant qu'elle se fasse, c'était de m'entourer d'amis qui ont vécu des transactions similaires. Puis pas similaires nécessairement en termes de style d'entreprise, puis en termes de valeur famille, de la business, mais en reprenariat familial, particulièrement. Parce que du reprenariat pas familial, c'est très difficile, mais c'est pas la même chose. Parce que le coefficient d'émotivité n'est pas là. Ben oui, c'est ça. Il est là en partie, là, mais il est beaucoup moins là. Puis il y a toujours bien que tu reviens à la maison le soir puis tu vas bitcher la personne qui veut donc bien cher pour sa business, fine. Mais là, quand c'est ton père, pas ta famille, puis tu n'es pas obligé de souper avec le lendemain puis de le texter pour aller chercher à l'aéroport, tu sais. Cet élément-là est un peu tricky. Là. Non, c'est sûr, c'est tricky. Puis ça, c'est comme la chose qui m'a sauvée, moi. Je me suis beaucoup rapprochée de certains amis qui l'ont vécu, puis que automatiquement, tu parles de ça, puis les gens deviennent à cœur ouvert. Là. C'est fou parce que c'est tellement de l'émotion brute. Ils ont besoin d'en parler, puis là, ils savent ce que toi, tu vis. C'est même quelqu'un qui peut relate, parce que personne qui peut relate. Tu m'en parles, je peux pas relate, c'est pas fait. Les rares personnes qui l'ont vécu, qui tombent sur mon chemin, puis qu'on se met en parler, là, je te dis, deux moulins en parole. Là. On est parti, puis on peut, genre, tomber dans des confidences d'un niveau de profondeur
extrême, même si c'est la première fois de notre vie qu'on se voit, parce qu'on sait qu'on est passé par là les deux. Parlons de... Je voulais savoir, tantôt tu as parlé, tu as pris un petit 2 semaines off de break parce qu'on est tous accro à notre sel. Tu as une business, tu l'as dit, tu y penses tout le temps. Tu as décroché récemment 2 semaines. J'ai vu aussi sur LinkedIn, on promonte ton LinkedIn à ce moment-là. Ouais, allez suivre Florence sur LinkedIn, des très bons posts, des photos festives, tout ça. Je voulais savoir. Wild, ma photo festive. Ben pareil, ouais, la langue hein? sortie, puis tout. J'étais comme. Tu fais, ben, LinkedIn, c'est différent maintenant. Ça s'y prête très bien. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais je voulais savoir, tu as fait un post sur LinkedIn qui disait qu'au moins aux 8 semaines, on devrait prendre un temps d'arrêt. Je ne sais pas de combien de temps. De un, est-ce que tu appliques ces sages paroles et comment tu fais pour décrocher? Écoute, décrocher, c'est pas dur. To be honest, ferme ton cell. It works. Okay. Même là, ton brain est capable de... Moi, ça, je suis capable. Okay. Quand je vais bien, 100%. Okay. Puis je suis capable, moi, de fermer mon téléphone. En vacances, vraies vacances, là, quand je pars en voyage avec mon chum, idéalement, le plus loin possible, je suis vraiment capable de décrocher, sans problème. Je sais pas trop comment je fais, mais je sais que c'est... En fait, c'est parce que je sais à quel point c'est bénéfique. Tu sais, vraiment, c'est au point où je n'amène... Tu sais, je vais laisser mon sel à l'hôtel toute la journée. Puis mon chum, ça le fait chier parce qu'il est comme, mais tu prends des meilleures photos que moi, blablabla. Puis je m'en fous. Puis genre, puis si on se sépare dans la ville, comme. Ça, c'est très drôle. Non, mais si j'ai mon téléphone, c'est un problème parce que je reçois beaucoup trop de messages. Puis pas juste des courriels, là, tu sais. De par ma job, moi, je me fais texter. Puis là, c'est quand c'est pour WhatsApp, c'est des textes. Puis là, c'est Messenger. Puis là, c'est des DM. Ça arrête jamais. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça entrer en communication avec les gens. Je suis contente quand quelqu'un m'écrit. Fait que bref, faut que je l'aie pas. Fait que vraiment, c'est fermer mon téléphone. Pour revenir à la publication, c'est une personne avec qui je fais de la business qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, moi, c'est un conseil que j'ai reçu, donc c'est une passation de conseils que je vous repasse. Fair enough, mais oui. Il m'avait dit, aux 2 à 3 mois, j'essaie de prendre une pause. Hey, t'es pas obligé d'aller genre à Tombouctou, mais juste une pause. Lui, il me parlait d'un très long week-end, là, fait qu'un bon, idéalement 4 jours minimum, où tu prends une pause de job et ou sinon où tu vas à l'extérieur ou à l'étranger. Vraiment pour décrocher. Puis il m'avait dit ça, puis je me dis, aïe, parle-moi d'un réflexe de personne rich and famous avec sa business qui roule. Ouais, c'est ça, lui, pas d'argent. Mais un moment donné, j'ai compris, puis j'ai essayé de l'appliquer. Je me suis forcée, puis même que, tu sais, c'est au point où je travaille depuis quelques années par un concours de circonstances avec une agente de voyage qui est merveilleuse. Je savais pas ça servait à quoi, les agentes de voyage dans la vie, je comprenais pas ça. Comme moi, les agences au début. Ouais, mais non, mais tu bookes ça sur Expedia, puis je veux dire, c'est fini. Pourquoi quelqu'un... Mais elle est vraiment fantastique. Puis maintenant, je lui avais même dit, Véronica, Florence, elle a besoin de partir. Moi, quand je parle à la 3e personne, ça va pas bien. À peu près 3 mois maximum, ramène-moi si je pars pas. Quand je dis ramène-moi, ça veut dire allô, t'as pas booké de billets d'avion, il faut faire quelque chose. C'est ça. J'ai vraiment dit des bonnes consignes, puis elle m'a ramené récemment à cause de ça. Et je l'ai même dit à mon équipe. Là. Tout le monde le sait. Puis je l'ai mis sur LinkedIn, fait que tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est une bonne chose? Assurément. C'est une bonne chose quand tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a de la misère à prendre des pauses, qui est quelqu'un d'intense, donc besoin de travailler beaucoup, besoin de se reposer. Tu n'as pas le choix de te forcer à le faire. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Hey, j'ai tout sauf la prétention de le savoir. Mais je te dis juste que moi, quand je l'ai fait, ça m'a énormément aidé. Puis c'est plus aidant que de partir très, très, très régulièrement. Tu sais, moi, j'ai des amis qui, aux 2 semaines, ils vont faire un petit trip, mais ils travaillent toujours un peu. Ça, c'est plus épuisant pour moi. Mais maintenant, c'est mon expérience. Puis à date, ça a toujours été utile. Donc, je le conseille à ceux qui sont capables de se le permettre ou de l'essayer. Puis quand je dis capable de se le permettre, c'est d'arrêter de travailler. Mais quand tu as ta propre entreprise, généralement, puis tu as assez d'employés pour que la business roule sans que tu sois pas là, tu es capable de te le permettre. Puis l'idée, c'est pas d'aller à Londres puis à Paris à chaque fois, pantoute, là. C'est l'idée de prendre une pause. Fait que tu peux très bien rester chez vous puis fermer les volets. Tu peux très bien juste louer un chalet dans le bas du fleuve. Peu importe. Mais c'est juste de prendre un break, de penser toujours à la même chose qui est le travail. C'est un très bon... Je vais essayer de l'appliquer. Bonne chance. Le segment RH... peux-tu nous parler d'une situation vraiment stressante ou stressante et comment tu l'as gérée? Mon Dieu. Dans le cadre du travail. Je sais pas si je vais rentrer dans les détails de la situation stressante comme telle parce que
Ben, c'est des RH, donc il y a une certaine discrétion qui s'impose. Ouais. Mais une chose, en tout cas, que moi, j'ai beaucoup de facilité à faire dans la vie et que je remercie le ciel d'être capable de faire, c'est demander de l'aide. OK. J'ai certainement pas la prétention de tout savoir. Certainement pas en RH. Tantôt, je te le disais, je suis quelqu'un de hyper sensible. Et donc, moi, quelqu'un dans mon équipe qui vit un problème, ça me fait de la peine, ça me fait mal. Puis je suis trop empathique. Ce qui n'est pas très bon dans une position de boss. Et donc, je demande de l'aide. Puis quand je dis je demande de l'aide, c'est que quand ça m'est arrivé, c'est arrivé... Je l'ai rough, honnêtement. J'ai vraiment vécu beaucoup de situations RH qui en dehors du contrôle des gens, mais qui sont survenus, puis que tu es juste clueless. Et particulièrement quand tu es une petite équipe super soudée et très, très, très interdépendante comme la nôtre. Tu sais, nous, on n'est pas une chaîne de production, puis qu'il manque un joueur, ça change rien, là, pas du tout. Puis j'ai appelé mes amis entrepreneurs. Il est arrivé notamment une situation l'année dernière assez extrême, puis ça donnait qu'un de mes amis qui gère une méga multinationale, qui est toujours à l'étranger, m'appelle ce jour-là pour me poser une question de je sais pas quoi. Puis j'étais comme, ça m'intéresse presque ce que tu es en train de me dire, mais j'ai vraiment plus besoin de toi en ce moment. Presque. Fait que, et voici ma situation. Comment toi tu le gérais? Puis je suis très chanceuse, cette personne-là, non seulement travaille en plus dans plein de pays, ont des bureaux partout, fait qu'il y a vraiment une vision globale et c'est la personne qui s'occupe du monde de la compagnie. Son rôle n'est pas RH, là, ça porte un autre titre. Il n'est pas d'RH, mais c'est quelque chose de plus poussé que ça encore. Fait que c'était la bonne personne. Puis j'ai demandé de l'aide. Puis là, ce qu'il m'a dit m'a vraiment pris de court. J'avais jamais vécu une telle situation. Je connaissais pas les solutions. Puis là, après coup, là, j'ai appelé différentes personnes que je connais qui ont des spécialisations RH. Puis tout le monde m'a comme aidé. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire conforter dans « OK, voici ce que tu devrais faire. Voici la décision que tu devrais prendre. » Puis, donc, de se tourner auprès de gens, pas juste des professionnels, mais de gens qui ont déjà vécu des situations similaires. Ouais. Je pense que c'est comme ça que je gère la majorité de mes situations. Puis encore, cette semaine, je vivais une situation difficile de comptabilité. Puis j'en ai parlé avec des gens... J'aurais peut-être dû t'en parler à toi. Non, je reste loin de ça, moi. J'en ai parlé avec des gens qui font le même métier que moi, puis qui ont probablement vécu exactement la même situation. Puis juste ça a comme dédramatiser la situation dans ma tête, puis ça m'a permis d'avoir du recul, puis ça m'a permis de trouver une solution plus rapidement aussi. Donc, d'en parler, puis de trouver les bons alliés, puis les bons conseillers autour de soi, qui ne sont pas nécessairement des professionnels qui vendent leurs services de consultant. Mais ils ont vécu les mêmes situations que toi. Mais tu as le bon réflexe, je pense. Tu parlais, tu as l'air d'une fille d'équipe, puis ça se reflète aussi pas juste à l'intérieur de ton entreprise, mais d'aller chercher à l'extérieur. Comme tu dis, j'ai pas la prétention de tout savoir, puis ça, c'est tout à ton honneur. On a un segment que j'ai un peu calqué. Je parle au on. C'est comme toi qui parles. Exclut la personne qui parle. Ouais, mais j'ai au Piggy Bank Podcast, il y a un segment qui s'appelle le Repeat After Me. Répète après moi. Alors, je vais lire une phrase, tu dois la répéter et ensuite y répondre. Alors, ça va comme suit. Depuis mon projet entrepreneurial, l'apprentissage le plus important que j'ai fait est... Depuis mon projet entrepreneurial, l'apprentissage le plus important que j'ai fait est de me faire confiance. Peux-tu développer? Je trouvais que c'était comme va-vous, mon affaire. Je pense qu'on peut se second-guess constamment. Puis à partir du moment où notre vision est claire, puis qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, il n'y a pas vraiment de bonne puis de mauvaise réponse, mais de faire confiance à la réponse qui vient. OK, j'aime ça. Puis est-ce que, mettons là-dessus, est-ce que tu as hésité, mettons, pour reprendre l'entreprise? 100 000 à l'heure. Ouais. Jusqu'à la dernière seconde. OK. 100 000 à l'heure. Mais tu t'es fait confiance, tu t'as dit, advienne que pourra, puis on va l'essayer. Écoute, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. On peut arrêter ça là si tu veux. On peut dire ça, on peut dire ça. Bon. À un moment donné, je me suis dit, si je le fais pas là, je vais le faire. Ouais, ça va peut-être le regretter. Puis... Mais c'est même pas une question de regret, c'est comme... Moi, un truc qui m'habite depuis toujours, c'est
je veux vivre la vie la plus riche possible. Et oui, je parle pas du tout Pas d'argent. d'argent, non, c'est ça. Je parle la vie avec le plus d'expériences différentes possible. C'est vraiment mon thing, c'est ça qui m'allume. Avoir une entreprise faisait pas partie de mes projets, mais être libre puis être mon propre boss, oui. Puis si ça passe par là, ben, essayons-le. Fair enough. Puis à un moment donné, si ça marche plus, ben ça marchera plus. Puis je ferai d'autres choses. Très belle réponse. Florence, il me reste 2 petites questions. Premièrement, j'aimerais ça savoir, j'aime ça que les gens qui écoutent le podcast apprennent des affaires. Je suis sûr qu'ils ont appris plein d'affaires, mais comme plus, mettons, des outils technologiques que je veux dire. Aurais-tu un outil technologique que tu utilises, qui sauve ta vie et que tu aimerais partager aux gens? Il y en a énormément. Oui. Un outil que j'aime beaucoup s'appelle Fireflies. Ouais. Je connais pas. C'est une extension, application, je pourrais même pas te le dire, d'intelligence artificielle qui s'intègre dans toutes tes rencontres en visioconférence. OK. Qui les enregistre, qui fait un verbatim, qui distribue des tâches. Pour en avoir essayé quelques-unes, c'est ma favorite. Puis parfois, je dois sauter dans des dossiers pour lesquels je n'ai pas d'informations puis que c'est pas moi qui ai fait les meetings. Puis c'est vraiment fantastique. Ah ouais, ça fonctionne bien? Ça fonctionne super bien. Okay. Ça coûte absolument rien. Puis ça vaut vraiment, vraiment la peine. Okay. Ça te permet en fait de pas prendre de notes dans tes meetings, d'une part. Souvent, moi, je les envoie aux clients par la suite. Ça fait des to-do. Puis ça te permet de... Tu sais, nous, on a beaucoup de clients dans des domaines très, très, très variés. Ils nous parlent avec des jargons différents. Ils name-drop des choses. Des fois, on le note, mais c'est pas toujours évident. Fait que là, ça nous permet vraiment d'aller retrouver l'information clairement. Ça nous aide pour établir nos échéanciers, nos plans de com. Donc, c'est merveilleux. Fireflies. Okay. Parfait. On va regarder ça. On va mettre les liens dans la... As-tu un lien affilié qu'on peut mettre? Non. Je suis pas une influenceuse. Non, mais là... I wish. J'ai une dernière question pour toi. Le merveilleux petit cochon qui est ma mère Linda qui a fait de ses mains, le Piggy Bank Podcast. Dans le fond, le Piggy Bank Podcast que j'essaie d'amener, c'est une cause caritative parce que je fais pas assez de bénévolat et je passe par mes invités pour qu'on remplisse la cagnotte. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu serais intéressé à faire un petit don ou le don du montant de ton choix dans la Piggy Bank pour une cause qu'on va toutes déterminer ensemble, les invités du podcast? Absolument. Merci Florence, c'était vraiment le fun de jaser aujourd'hui. Merci pour ton accueil. Le drink qui était, ma foi, savoureux. Barman d'un soir. Travaille au cloakroom. Bon, bégayé. Merci. Attends, moi je pense qu'on devrait révéler la recette peut-être. Apérol gin. Avec du sirop simple et du lime. Jus de lime, sirop simple, glace shakée. Vous m'écrirez pour la recette. C'est 5 $. Hey, merci Florence. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.